Bonjour chers collègues, aujourd'hui nous vous proposons une vidéo technique scindée en 7 parties avec des points juridiques précis et surtout incontestables. Petite parenthèse en préambule, si vous n'avez pas 10 minutes à consacrer à cette explication détaillée, continuez de regarder des vidéos de petits chats. Pour celles et ceux qui veulent en savoir plus, bienvenue. Vous allez comprendre pourquoi Sud dénonce encore et toujours les abus de certains SDIS qui sont à l'origine et les seuls responsables de l'environnement procédurier actuel. En premier lieu, à Sud, nous trouvons totalement légitime de protéger les pompiers de tout statut, car la sécurité individuelle défaillante d'un sapeur-pompier impacte la sécurité collective d'un équipage complet. Donc quand les uns, suivez mon regard, ouvrent le parapluie à la moindre anicroche, les autres, nous et les organisations syndicales responsables, sont obligés de saisir les plus hautes juridictions françaises et européennes. Et c'est notre cas. Dans notre société moderne, ultra sécuritaire, mais de façon sélective tout de même, il est inexcusable de faire prendre de tels risques liés au non-respect des repos sécurité, tant les conséquences en cas d'aléa sont énormes. D'ailleurs, il est encore temps d'effectuer les bons choix, sans pression et dans la sérénité. Je vous propose de commencer par la définition européenne d'un travailleur. Selon le Parlement européen, le Conseil européen et la Commission européenne, dans leur proclamation interinstitutionnelle sur le socle européen des droits sociaux, donnent au 15e considérant leur définition d'un travailleur. Je cite : « Les principes inscrits dans le socle européen des droits sociaux concernent les citoyens de l'Union et les ressortissants de pays tiers qui y résident légalement. Toute référence aux travailleurs contenue dans ces principes désigne les personnes ayant un emploi, quel que soit leur statut, les modalités et la durée de ce dernier. Selon la directive européenne du 12 juin 1989, dans son article 3, cette directive donne la définition d'un travailleur. Je cite encore, « Aux fins de la présente directive, on entend par travailleur toute personne employée par un employeur, ainsi que les stagiaires et apprentis à l'exclusion des domestiques. » J'en profite donc à ce moment-là de la vidéo pour vous donner la définition d'un employeur. Il s'agit de toute personne physique ou morale qui est titulaire de la relation de travail avec le travailleur et qui a la responsabilité de l'entreprise et ou de l'établissement. On va continuer dans la définition, mais selon la jurisprudence européenne, laquelle est ancienne, abondante et constante. Vous allez comprendre pourquoi on dit abondante. Le 3 juillet 1986, dans l'affaire Deborah Laurie Bloom, je cite, « Le fait que le stagiaire n'accomplit qu'un nombre réduit d'heures de cours par semaine et ne touche qu'une rémunération inférieure au minimum du traitement d'un enseignant titulaire en début de carrière ne saurait s'opposer à sa qualification comme travailleur. » En effet, la Cour a reconnu dans son arrêt Lévin, que j'étayerai un peu plus loin dans la vidéo, que les notions de travailleur et d'activité salariée doivent être entendues de façon à englober les personnes qui, du fait qu'elles n'accomplissent pas une tâche complète, ne touchent qu'une rémunération inférieure à celle prévue pour un emploi à temps complet, pourvu qu'il s'agisse de l'exercice d'activité réelle et effective. Cette dernière condition n'est pas mise en doute en l'espèce. Le 21 juin 1986, dans l'affaire Stephen Malcolm Brown, à cet égard, il faut souligner tout d'abord que la notion de travailleur, au sens de l'article 48 du traité de la CE, revêt une portée communautaire. Or, comme la Cour l'a déjà jugé, et a considéré comme travailleur toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. Le 14 juillet 2005, affaire des pompiers de Hambourg. En l'occurrence, cette directive doit trouver à s'appliquer aux activités des sapeurs-pompiers, quand bien même elles sont exercées par les forces d'intervention sur le terrain et peu importe qu'elles aient pour objet de combattre un incendie ou de porter secours d'une autre manière, dès lors que les travailleurs qui exécutent ces missions soient exposés à certains risques quant à leur sécurité et ou à leur santé. Le 14 octobre 2010, l'affaire Union syndicale solidaire Isère. Aux fins de l'application de la directive 2003-88, cette notion ne saurait recevoir une interprétation variant selon les droits nationaux, mais revêt une portée autonome propre aux droits de l'Union. Le 26 mars 2015, l'affaire Fénol. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que selon une jurisprudence constante de la Cour, la notion de travailleur, dans le cas de la directive 2003-88, doit être définie selon des critères objectifs qui caractérisent la relation de travail et en considération des droits des personnes concernées. Ainsi doit être considérée comme travailleur toute personne qui exerce des activités réelles et effectives à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles doivent se présenter comme purement marginales et accessoires.
la caractéristique de la relation de travail et la circonstance d'une personne accomplie pendant un certain temps en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération ou indemnité. 21 février 2018, l'affaire Matzak, nul besoin de revenir dessus. Le 16 juillet 2020, l'affaire des juges italiens. Il y a donc de rappeler, d'une part, que doit être considérée comme travailleur toute personne qui exerce des activités réelles et effectives à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme étant purement marginales et accessoires. D'autre part, selon une jurisprudence constante, la caractéristique essentielle de la relation de travail est la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci des prestations en contrepartie desquelles elle reçoit une rémunération ou une indemnisation. 9 mars 2021, on s'approche, l'affaire des astreintes à 20 minutes. La notion de temps de travail, au sens de la directive 2003/88, correspond à l'intégralité des périodes de garde, y compris celles sous régime d'astreinte, au cours desquelles les contraintes imposées aux travailleurs sont de nature telle qu'elles affectent objectivement et très significativement la faculté pour ce dernier de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts. Voilà. Je vous propose de poursuivre avec l'évolution de la réglementation européenne et française et surtout la volonté de ne pas transposer pour les SPV les directives travail. La mission de la Cour de justice de l'Union européenne est de s'assurer du respect du droit de l'Union dans toute l'Union européenne. 15 Ville de Nivelles contre Rudi Matzak. La Cour 5e chambre dit pour droit. L'article 17, paragraphe 3, sous C, 3i de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens que les États membres ne peuvent pas déroger à l'égard de certaines catégories de sapeurs-pompiers recrutés par les services publics d'incendie à l'ensemble des obligations découlant des dispositions de cette directive, y compris l'article 2 de celle-ci, définissant notamment les notions de temps de travail et de période de repos. 2. L'article 15 de cette directive doit être interprété en ce sens que il ne permet pas que les États membres maintiennent ou adoptent une définition moins restrictive de la notion de temps de travail que celle énoncée à l'article 2 de la dite directive. 3. L'article 2 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu'il n'impose pas aux États membres de déterminer la rémunération de périodes de garde à domicile, telle que celle en cause au principal, en fonction de la qualification préalable de ces périodes en tant que temps de travail ou période de repos. 4. L'article 2 de cette directive doit être interprété en ce sens que le temps de garde qu'un travailleur passe à domicile avec l'obligation de répondre aux appels de son employeur dans un délai de 8 minutes, restreignant très significativement les possibilités d'avoir d'autres activités, doit être considéré comme temps de travail.